R06. R06, la radio du pays niçois. La radio du pays niçois. Végout, un café des Aiglons, ce qui veut dire en niçois bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au café des Aiglons. Et je vous remercie. Bonjour. Voilà. Alors je vous demande d'applaudir bien fort monsieur Jackie Bonnevet qui nous fait l'honneur de sa présence à l'heure de l'apéro, voilà, puisque on va attaquer l'apéro juste après normalement, donc on est un petit peu en avance pour l'apéro. Donc on vous remercie. Alors vous venez directement de la Grande Botte en voiture, le voyage s'est bien passé, tranquille. Ouais, je suis parti ce matin à 6h30 pour assurer le coup et être sûr d'être bien à l'heure. D'être bien à l'heure, voilà. Alors on va bien sûr parler de votre carrière à l'OGC Nice, c'est ça qui nous intéresse et qui intéresse nos amis supporters. Alors vous êtes né le 1er juin 1961 à Le Coteau, donc c'est dans la Loire, et puis vous débutez à l'âge de 10 ans à l'AS Roanne. Alors racontez-nous un petit peu, rapidement, comment vous avez commencé dans le football, pourquoi, et voilà, et comment vous êtes arrivé à l'OGC Nice ensuite. Bon, je vais un petit peu compacter. On va compacter, ouais, parce que c'est une riche carrière. J'ai débuté par la gymnastique, donc j'ai fait de la gymnastique jusqu'à 11-12 ans. Mon frère faisait du foot. Moi, je m'entraînais 3 fois par semaine et je faisais 2 compétitions par an en gymnastique. Et mon frère s'entraînait 1 ou 2 fois par semaine et il jouait tous les dimanches. Donc le dimanche, j'allais le voir et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de beaucoup m'entraîner en gymnastique. Donc j'ai basculé dans le foot à 11 ans, où j'ai débuté à Roanne, justement. Pour vous situer, c'est à 70 km de Saint-Étienne, dans la Loire. Voilà. Plus connu par leur restauration 3 Gros et par la chorale de Roanne, le basket. Et puis alors après, vous arrivez donc au centre de formation de Sochaux, où vous restez quelques années et vous jouez aussi en équipe première à Sochaux. Oui, j'arrive en 76, je viens juste d'avoir 15 ans et je reste là-bas 9 ans, où j'ai débuté avec le centre de formation, avec Pierre Tournier, qui était notre formateur, qui est décédé. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir tout un tas d'entraîneurs avec les pros, notamment Sylvester Takac, que je salue et ça me fait vraiment plaisir parce que je lui ai dit, et c'est pas de la flagornerie, il fait partie des coachs qui sont impactants, marquants et qui nous laissent un bon souvenir par leur loyauté, leur sérieux, leur professionnalisme. Je suis pas un cireur de pompe, hein, c'est pas mon truc, mais je reconnais, surtout avec quelques années de recul, la compétence des gens et l'expertise. Et on peut l'applaudir. Merci monsieur Takac. Tout à l'heure, il va vous poser 1 ou 2 questions, et puis si monsieur Puel est là aussi, il vous posera aussi 1 ou 2 questions, comme ça on va voir un peu les entraîneurs. Vous allez vous poser des questions d'entraîneurs, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors après Sochaux, donc, vous jouez à l'OM, vous jouez au Havre, et puis donc vous signez donc, à 27 ans, vous signez à l'OGC Nice, donc c'est le président Innocenti et c'est monsieur Matédi qui vous font venir. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à l'OGC Nice. Oui, après 2 ans à Marseille, j'ai signé au Havre. Et au Havre, il m'est arrivé un accident. J'ai eu une fracture du rocher. Alors pour le rocher, c'est ce qui fait que depuis de nombreuses années, j'entends très mal de mon oreille droite. J'ai eu 2 jours et demi de coma. Et j'ai été 6 mois sans jouer. J'ai rejoué 2-3 matchs. Et l'OGC Nice a souhaité me recruter. Donc je suis arrivé dans des conditions un peu particulières à Nice. C'est-à-dire que j'étais pas en pleine possession de mes moyens parce que j'avais été blessé. Et surtout arrêté pendant 6 mois, donc il m'a fallu quelques mois pour retrouver mon réel niveau. Je l'avais bien entendu signaler, tout le monde était au courant, j'avais fait des examens, mais on va dire que les 6 premiers mois, j'ai été titulaire, mais j'étais pas non plus... à 100%, oui. Je dirais pas à 100%, j'étais pas oui, resplendissant, j'essayais d'assurer le minimum, justement pour retrouver mes sensations. Et c'est ce qui s'est passé dans les années, parce que j'ai fait 3 ans ici. 3 ans à l'OGC Nice. J'ai fait 3 ans à l'OGC Nice, et ce qui m'a permis après d'être quand même, de revenir à mon meilleur niveau. Alors on va parler de la saison, on va parler dans un premier temps de la saison 88-89, donc la saison où vous arrivez. Donc l'entraîneur c'est Nenad Djekovic, avec Jean-Noël Luc comme adjoint. On a reçu tous les deux d'ailleurs. Et puis on va citer un petit peu les joueurs de l'époque. Il y avait une belle équipe, hein. Jean-Pierre Bosser, Gilles Morisseau, Thierry Olexiac, Jean-Philippe Rohr, Fabien Pifteau, Jean-Philippe Mathieu, Philippe Enniero, Milos Djelmas, Daniel Bravo, Tony Kurbos, Thierry Massa, Mustapha El Adaoui, Marco Elsner, René Marsiglia et Jules Bocandé qui arrive à la trêve. Et Eric qu'on a reçu il y a 15 jours. Donc on a reçu presque la moitié de ces joueurs. Donc quel souvenir vous avez de cette équipe? Je crois que c'était une équipe de copains, hein. C'est vrai qu'il y avait quand même une bonne ambiance dans cette équipe, hein. Mais pas que, hein. Pas que des copains. Non, je veux dire qu'on était quand même là pour faire des résultats. Oui, oui. Non, déjà, ce qui m'a quelque part un peu impressionné, parce que quand j'ai débuté avec les pros, un de mes premiers matchs, pas le premier, mais un des premiers, je l'ai fait au Stade du Ray, et mon adversaire direct était Nenad Djekovic. Alors pour ceux qui le connaissent, c'était vraiment un joueur de très très haut niveau.
Et quand on débute, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme adversaire. Et le retrouver, et c'était quand même quelque part à ce moment-là une vedette, une star, faut reconnaître, faut dire les choses comme elles sont. Ça faisait partie des quelques très grands joueurs de ce championnat avec des Carlos Bianchi et compagnie, des grands attaquants. Et le retrouver comme entraîneur, ça a été quelque part quelque chose d'important. On a fait une saison ensemble, mais je crois qu'on a eu 2 entraîneurs dans l'année. Non ? Sur cette année-là. Je me souviens et c'était ce que j'avais dit dans Nice Matin quand Nice Matin m'a appelé. Je crois, oui. Je suis resté 3 ans. J'ai eu 6 entraîneurs. Alors qu'à Sochaux, l'entraîneur n'a jamais été remercié. À l'Olympique de Marseille non plus. Et au Havre non plus. Donc pour moi, c'était assez surprenant et quelque part un peu inconfortable. Oui, puis on a eu Pierre Alonso ensuite la saison suivante. Et alors vous nous parliez aussi de l'ambiance dans l'équipe, qui avait une très bonne ambiance. Et vous parlez-nous un petit peu du Noël que vous avez passé au Sénégal. Je crois que je suis passé au Sénégal. Si. Moi, j'étais élevé à Sochaux, et Sylvester peut le dire. C'était assez cartésien, je dirais pas militaire, mais bien organisé, précis. Et j'étais vraiment à Nice, j'ai vraiment eu super contact. On s'entendait très très bien avec Jules Bocandé et Philippe Ndioro, qui étaient d'excellents joueurs, mais qui, on va dire, ils étaient un peu plus festifs que moi. On va le dire de cette manière-là. Et malgré tout, c'était des super joueurs. Jules, ça a été un très bon joueur. Et pendant Noël, ils avaient une animation à faire au Sénégal et ils m'ont invité. Avec à ce moment-là, on était avec Thierry Olésiac. Et il y avait les Basile Boli, les Desailly, les Bernard Lama, tous ces grands joueurs. Pape Diouf, qui était quelque part l'organisateur, avec qui je m'entendais très très bien en plus, parce que quand je jouais à Marseille, il était le patron du journal La Marseillaise, avant d'être agent puis président. Et donc j'ai passé une semaine là-bas avec ma femme et mon fils, et on avait passé un super moment à Dakar. D'accord. Et en fait, vous aviez joué un match de bienfaisance. Ah, bien sûr. Voilà, pour cette semaine. Oui, ça reste des bons souvenirs. Alors, saison suivante, donc c'est Pierre Alonso qui arrive, qui prend le club. Donc, le papa de Jérôme. Exact, qui Alonso. débutait avec nous. Nous, on a vu débuter 2 gardiens, qui étaient Jérôme Alonso et, redites-moi, qui s'occupe de l'équipe Lionel. Oui. Lionel Letizy, qui étaient des jeunes, qui venaient de temps en temps s'entraîner avec nous quand on avait un problème de gardien. Et Jérôme Alonso débutait déjà aussi ? Il venait s'entraîner, il ne débutait pas, mais il venait de temps en temps à l'entraînement. Les 2 gardiens étaient Gilles Morisseau, à ce moment-là, et Fabien Pifto. Oui, Fabien Pifto, c'est ça. Alors là, il arrive notamment Robbie Langers, cette année-là, donc luxembourgeois, et dont on va reparler bien sûr sur le... On va reparler, je crois, tout de suite de ce fameux match, puisque je pense que c'est un match qui a été fédérateur, enfin qui a été très important pour les supporters, même si c'était un match pour le maintien. C'est le fameux Nice-Strasbourg où on gagne 6-0. Parce qu'on a eu d'abord Pierre Alonso et ensuite, les résultats n'étant pas forcément là, c'est Carlos Bianchi qui a pris la suite et qui était là sur le banc quand on a eu ce fameux match. Alors parlez-nous un peu du match à l'aller déjà à Strasbourg. Donc en fait, pour resituer, en fait, on joue le maintien sur ce match. Et donc on reçoit... c'était un barrage, je crois, c'est ça. Moi, c'est la première fois existait le barrage entre le 18e et le deuxième, et le 3e, etc. Enfin, il y avait tout un tas de... Et c'était un match aller-retour pour maintenir le club ou pas, justement, en D1, parce que ça s'appelait la division 1 à ce moment-là. Oui. On joue à Strasbourg, l'entraîneur est Carlos Bianchi. On perd à un moment à la 75e, il faudrait voir les chiffres exacts et les données. 3-0 à la Méno qui est pleine. Et Montsuc tire sur la barre. Montsuc de Strasbourg. De Strasbourg. Et on se dit, on n'était pas bien engagé s'il avait marqué. Et on finit le match et Robbie marque un but, on est à 3-1. Et eux, ils font un tour d'honneur, Strasbourg en Ligue 1, etc. Et ça, je dois dire que ça nous a surmotivés. Et il y a eu l'histoire du match au retour où on a gagné 6-0 ou 1, je ne sais plus. 6-0, oui, peut-être. Et Robbie a marqué 4 buts. Non, 3 ou 4. Voilà. Et à la mi-temps, il devait y avoir 4 ou 5-0, je ne sais plus exactement. Voilà. Exact, voilà. Exact. Il se souvient de tous les buts. Tu peux nous donner les minutes ? Bravo. Ah, je dis bravo. Mais je me souviens de vous maintenant. Maintenant, votre visage me dit. Je ne vous ai pas vu depuis très longtemps et ce maillot, on l'a porté VDM. Le maillot, ça c'est Mario avec VDM. Mais c'est vrai que ce match a été très important parce que pour les supporters, c'était redescendre en Ligue 2, enfin en Division 2 à l'époque, ça aurait été un peu, enfin pour tout le club, ça aurait été un peu la catastrophe, quoi. Donc c'est vrai que puis le match a été tellement beau aussi, tellement
Ça a été tellement une balade, Non, en fait, non, on mais va dire que... faut dire les choses, il y a quand même un décalage. On fait la fête comme si on a gagné Oui, la comme coupe. si on a gagné la Coupe de France. Voilà, alors que qu'on bon, s'est maintenu. on se maintient, oui. On ne peut pas dire qu'on a fait une saison très brillante. Non, c'est clair. On a, on va dire, sauvé les meubles. On a fêté ça comme si on avait gagné la coupe, alors qu'on a juste fait que se maintenir. Donc c'est un peu différent Mais c'est parfois vrai dans que- la tête des gens. Mais c'est vrai que Et dans la mienne en particulier. Voilà, mais c'est vrai qu'en tant que supporter, voilà, on était forcément un peu anxieux de se dire, voilà, on avait pris 3-1 à l'aller, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer, on va descendre, quoi. Donc c'est vrai que ça a été un peu un soulagement, et voilà, du coup. Alors année suivante, donc 90-91, donc c'est Jean Fernandez qui est entraîneur, et ensuite Jean-Noël Luc, et Albert Raymond est entraîneur, est adjoint, je veux dire. Il y a Fabrice Poulain, Fred Joria, Fabrice Mège, Jocelyn Blanchard. Là, on termine 14e. Donc, quel souvenir vous avez de cette troisième saison ? Il y a des jeunes qui pointent leur nez, à l'image de Eric Roy qui débutait, Fred Joria que j'ai recroisé dernièrement à l'entraînement. Je l'ai croisé pourquoi ? Parce que je m'occupe maintenant de la direction technique nationale, je m'occupe de la formation des entraîneurs concernant le BEPF. Pour les non-initiés, le BEPF, c'est le brevet d'entraîneur professionnel de football qui permet d'entraîner la Ligue 1, la Ligue 2 et le National. Et Didier fait partie de la session des 10 stagiaires sur une année. Et moi, je suis tuteur de 5 pour des raisons géographiques. J'ai, entre guillemets, hérité de Didier. Donc, je suis déjà venu le voir 2 fois. Je passe la journée de demain avec lui pour l'obtention de son diplôme. Donc, j'ai recroisé des anciens, notamment Fred Joria. Et le groupe élite, parce qu'on appelle le groupe élite, maintenant, s'entraîne sur le terrain où je me suis entraîné pendant les 3 années à Chalherman. Voilà. Donc c'était quelque part, je ne veux pas faire trop de nostalgie ni revenir sur des choses trop anciennes, mais ça m'a fait plaisir. Bon, je n'ai pas fait un pèlerinage, mais presque, quoi. Alors parlez-nous un petit peu de Didier Digard. Alors comment ça se passe la journée demain avec Didier ? Alors comment ça se passe ? Il doit valider des... Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer demain. Puis comment ça s'est passé les 2 jours précédents. Alors je vais essayer de faire encore plus simple. C'est une formation sur une année, 10 stagiaires. Alors des gens plus ou moins connus. On a des gens du monde amateur. On a aussi Lilian Alice, l'assistante de Francaise à Lens. On a Sandrine Soubéran qui s'occupe... On a Fabrice Abriel et des gens un peu moins connus. Ils ont 14 stages à Clairefontaine de 4 jours, 5 jours. Et après, moi, je m'occupe de 5 stagiaires, dont Didier, que je vois 5 fois dans l'année. Demain, c'est ma 3e visite. J'arrive demain à 8h et je passe pratiquement jusqu'à 15h avec lui, avec son staff, la manière de préparer les entraînements, la manière de concevoir, la manière de se comporter avec son staff et tout ça. Et puis, je ne suis pas là pour lui mettre des notes, ça c'est un peu fini, on met pas des... Je suis là pour l'accompagner, en sachant que ça n'a pas été évident pour lui, après ce qui s'est passé l'an dernier, d'être, entre guillemets, je ne sais pas si je dois dire rétrogradé, mais d'être démis de ses fonctions. Oui, ça c'est un peu plus violent, ça, plus violent que moi, mettre au placard. Mais il s'occupe de l'équipe élite, et je pense que c'est le diplôme vient à point nommé. En ce qui le concerne, ça lui permet peut-être d'encaisser le choc un petit peu plus, on va dire, confortablement, surtout dès le départ. Voilà. Bah écoutez, alors par contre, vous nous parlez, revenons un petit peu en arrière, reparlez-nous un petit peu des souvenirs que vous aviez, notamment au niveau du club, notamment, vous nous disiez qu'on faisait des photos, vous faisiez des photos avec les enfants, enfin parlez-nous un petit peu de tout ça, de cette bonne ambiance. Bah déjà, je voulais vous faire un petit clin d'œil à 3 joueurs avec qui je m'entendais vraiment bien, qui sont plus de notre monde. Je parle de Jules Bocandé. René Marsiglia. Je parle de René Marsiglia, qui était mon voisin au Haut-de-Vaugrenier, et de Marco Elsner. Juste une petite anecdote. Il y a 2 ans, 3 ans, j'étais assistant de Claude Puel à Saint-Étienne, et Amiens était en Ligue 1. Et quand on va jouer à Amiens, Lucas Elsner, fils de Marco, entraîneur d'Amiens, vient me voir. Et il me qui entraîne le Havre aujourd'hui. Qui est l'entraîneur du Havre aujourd'hui, vient me voir et il me dit on se connaît sans plus, mais mon père m'a dit de t'embrasser. Je lui dis comment va ton père ? Il me dit mal, il a un souci, cancer des poumons. Et au match retour, son père n'était plus là. Alors qu'on a joué 3 ans ensemble, côte à côte. Oui, en défense centrale. Sélection que vous connaissez bien, grand joueur. Petit par la taille, mais beaucoup de classe, d'élégance et d'efficacité. Donc déjà, clin d'œil à ces 3 personnes qui nous ont quittés. Et ça me touche parce que quand j'ai revu les photos à l'entrée, si jeune, j'allais dire, si jeune. Alors ensuite, cette saison... Je voudrais pas... Oui, non. Mais c'est vrai qu'on a tous gâché l'ambiance, mais je voulais faire un petit clin d'œil à ces 3 c'est vrai que c'était amis. Voilà.
Alors cette saison, alors la saison on termine 14e et puis il y a une rétrogradation administrative. C'est peut-être aussi un petit peu pour ça que vous êtes parti, non? Exactement. Parce voilà. que le club devait vendre des joueurs. On se souvient qu'on était encore limite de redescendre en Ligue 2, en Division 2 à l'époque. Avec l'année d'avant c'était sportif, cette année-là c'était administratif. Donc ouais, c'était beaucoup d'incertitudes sur une reprise ou pas, à quel niveau. Moi j'ai eu l'opportunité de faire autre chose et j'ai choisi une autre orientation. vous êtes parti au Red Star, c'est ça? Ouais, j'étais en fin de contrat, je suis parti au Red Star. J'avais une autre, projection. Je voulais faire une école de commerce à Paris, je voulais habiter Paris. Le Red Star m'a demandé, j'avais envie d'habiter Paris. Ça tombait bien, ouais. Tout tombait bien, même si à ce moment-là, j'avais bien senti aussi que j'étais plus à 32, 33 ans dans un... On va dire, je déclinais peut-être un petit peu et j'ai choisi cette opportunité pour préparer la suite. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu quand vous êtes revenu là récemment à Nice ou quand vous êtes revenu une fois avec votre épouse, parlez-nous un petit peu de l'évolution de la ville, de l'évolution du club. Parce que ça, on en a parlé au téléphone. J'ai été agréablement surpris parce que j'ai fait beaucoup d'étrangers. Hein. J'ai travaillé dans 6 pays, que ce soit les Émirats, que ce soit le Niger, que ce soit le Japon. La Turquie, le Japon. Je suis resté 4 ans à Tokyo. J'étais assistant de Vahid Halilhodžić avec la sélection nationale, la Coupe d'Afrique avec le Niger. Enfin bon, j'étais pas revenu à Nice si ce n'est une fois pour jouer le Nice-Saint-Étienne, mais je ne m'étais pas baladé en ville. Et la dernière fois, on a fait une balade en ville. Déjà, je suis allé à Cap 3000, j'étais bluffé. Parce que moi, il y a 30 ans, Cap 3000, il y avait 3 magasins. Il y avait le Novotel, il y avait un parking et il y avait des magasins. Donc, ma femme m'a emmené à Cap 3000, on est arrivé à 2h, on est reparti à 18h. Je ne revenais pas de la beauté, je me croyais à Dubaï dans un mall. Moi, j'ai habité Dubaï, je sais plus, 1 an et demi. Presque plus beau. J'ai trouvé ça d'une beauté assez incroyable, ce centre. Et puis après, on a été se balader une fois d'après. J'ai trouvé... Alors, je sais pas si la coulée verte. La coulée verte, c'est ça hein, le nom. J'ai trouvé ça magnifique. Le Vieux-Nice, j'ai fait tout le long du Vieux-Nice. La place Masséna. On est allé à la place Masséna. J'ai trouvé ça... Le tramway. Le tramway maintenant. Non, j'ai été bluffé de la qualité de la ville. Je regardais le sol. À la coulée verte, j'ai vu tous ces parcs d'enfants, j'ai trouvé ça assez bluffant. Il y a même la boutique de l'OGC Nice oui, sur la place Masséna. Allez-y, allez acheter tout ce qu'il faut. Non, Nice est une ville superbe, c'est pas à vous que je vais présenter la ville de Nice, vous qui la plupart des gens d'ici habitent. Bien sûr, oui. Et puis alors donc l'évolution du club, parce que c'est vrai que on est passé un petit peu dans une autre dimension avec l'arrivée notamment, la première arrivée de Jean-Pierre River, puis l'arrivée d'Ineos, qui nous a encore fait passer un cap. Donc votre sentiment un petit peu par rapport à votre époque, c'est sûr, hein, on n'est plus dans le même... Dès l'instant où des investisseurs arrivent, comme c'est le cas à Nice, le club, on se dit, va prendre une autre dimension. Alors il m'a semblé qu'à l'intersaison, les objectifs et les moyens mis en place étaient peut-être un tout petit peu revus à la baisse, il me semble, par rapport à un éventuel achat ou une participation du groupe Ineos avec United. Donc ça a peut-être été ou retardé ou je ne sais pas, mais quand même, moi j'ai été très impressionné quand j'ai vu le nouveau camp d'entraînement avec les nombreux terrains, avec le fonctionnement. Et quand j'ai passé pratiquement déjà 2 journées complètes, le nombre d'éducateurs dans la formation, j'ai même assisté à une réunion concernant les éventuels recrues avec des jeunes de 12, 13, 14 ans avec les parents. En 2 mots, moi j'avais envie d'y mettre mon petit-fils, quoi. Il y a 10 ans, je me suis dit, ça doit être sympa parce que vraiment, il s'occupe bien des mômes, quoi. Et j'ai vu le fonctionnement et celui de l'équipe réserve, hein, où Didier travaille avec des gens que je connais. On a parlé de Letizy, on a parlé de Gioria, on a parlé de tout un tas de gens. Et je pense qu'il s'occupe bien. Cédric Varro, j'ai vu tous des anciens qui sont là. J'ai vu Jean-Philippe Mathieu aussi. C'était un plaisir. Et je vois que Nice travaille bien. Et puis actuellement... alors je suis venu déjà une fois voir le match contre Lyon. Fin août. Mon ressenti, c'est sérieux, c'est solide, ça manque un peu d'imagination. Les gens avaient l'air d'un peu s'ennuyer. En 2 mots, c'était pas très sexy l'histoire. Mais après 12 journées, qu'est-ce que je constate? Vous me dites si je me trompe, hein. 2e du championnat, seule équipe à 0 défaite. Meilleure défense. Meilleure défense, clean sheet en cours, je ne sais même plus combien on doit compter. 9, je crois, non? 9, bon, c'est quand même exceptionnel. Ah oui, non, alors c'est vrai qu'à ce moment, c'est difficile parce qu'on est toujours, les entraîneurs sont toujours entre le spectacle, le résultat. Et là, pour l'instant, allier les deux, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai, je reconnais que Nice bénéficie aussi d'avoir
un nombre de joueurs, notamment offensifs, de grande qualité, qui font souvent la différence. Voilà ce que je ressens. Alors on va passer aux questions des supporters. Puis peut-être une première question par notre entraîneur préféré, Monsieur Takak. Alors c'est peut-être une petite question. Ah oui, pardon. Oui. Oui. Alors Jackie, d'abord, merci d'être venu. C'est un plaisir de te revoir. Il y a 40 ans qu'on s'est connus, ou presque 40 ans, quand on était à Sochaux, un jeune joueur. Alors, ta carrière est fantastique. Alors, quel est ton meilleur souvenir tu as tellement voyagé, tu as tellement changé de club et le pays. Quel est ton meilleur souvenir dans ta carrière? Bah, je dirais 2. Le premier, c'est Marseille avec l'arrivée de Bernard Tapie. J'ai fait une année sans Bernard Tapie, une année avec Bernard Tapie. Pour faire simple, 2 clubs totalement différents. Vous avez pu peut-être voir la série sur Netflix. Il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Moi, j'étais carrément au départ. Et là, ça a été vraiment marquant. Quelqu'un d'impactant, quelqu'un de surprenant, mais qui a boosté le club comme on peut rarement le faire. Après, il a eu d'autres soucis. Et le deuxième grand souvenir, je pense, pour moi, c'est le Japon. J'ai habité 4 ans à Tokyo, où j'étais l'assistant de Vaid Halilhodžić. Et c'est quand même assez extraordinaire. Alors ça m'a permis 2 choses. Je devais superviser les joueurs japonais qui évoluent en Europe. Et il va y en avoir une quinzaine qui évoluent. Donc j'ai parcouru pendant 4 ans pour les observer les plus grands clubs d'Europe. J'allais à Dortmund régulièrement voir Kagawa. J'allais au Milan AC voir Honda. J'allais au Bayern de Munich. J'allais voir tout un tas de matchs assez extraordinaires partout en Europe. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Et la deuxième observation, j'observais les joueurs qui n'étaient pas en Europe, mais qui jouaient au Japon. Donc j'ai parcouru le Japon en mode observation de match, mais comme j'adore visiter, souvent je restais 1 ou 2 jours et je visitais. J'allais à Hiroshima, à Nagawa, j'allais dans tout le Japon, à Sapporo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 4 îles, le Japon. C'est un fonctionnement très particulier où moi, au départ, je me suis dit, waouh, au Japon, il y a un monde fou, là, ça va être compliqué, tout ça. Et je dois reconnaître qu'il y a une qualité de vie que j'ai rarement vue nulle part. Mes enfants venaient régulièrement, d'ailleurs, ils voulaient toujours venir et rester. Et ça a été aussi une grande aventure parce qu'au niveau de tout ce qui est, je vais dire, propreté, respect des gens et tout, c'est assez exceptionnel. Et puis, vous avez vu ces derniers temps que le Japon fait des résultats extraordinaires. Ils ont battu l'Allemagne, ils ont encore gagné 5-1, là j'ai vu le week-end dernier. Le football progresse au Japon et ça c'est mon deuxième grand souvenir, coach, pour vous dire ce que je ressens. Je constate, Jackie, que tu as beaucoup voyagé, que tu as travaillé, mais il me semble que tu as fait beaucoup de tourisme aussi. Exactement. Ben, je crois que quand on est des pays comme ça, on ne reste pas à la maison. J'ai dû faire en Asie, j'ai fait je ne sais pas combien de pays. Et quand les joueurs font des siestes, moi je ne fais pas de sieste. Je vais plutôt en mode visite, observation, si j'ai fait mon travail d'assistant ou de ce que je devais faire. Je ne reste pas cloué dans mon hôtel quand on va dans de telles villes, de telles belles régions qui peuvent être, je ne sais pas moi, le Vietnam, ou Hong Kong, ou la Chine, ou tous ces pays-là. J'en ai profité exactement pour bien visiter, et pour bien découvrir et bien m'intéresser à la culture des pays. Ouais, ça c'est certain. Super. Merci. Bonjour Jackie. Une petite question. Tu as marqué des buts avec quasiment toutes les équipes, sauf avec l'OGC Nice. Pourquoi? Tu montais pas assez ou sur les corners? Alors au niveau des buts, 102 matchs joués, 0 but et 0 à l'entraînement aussi, certainement. Entraînement, je ne sais pas, mais en match, tu as marqué dans tous les clubs. Ouais, j'ai marqué des buts. 1 ou 2 buts, on va dire. Ouais. Pas non plus. J'en ai marqué pratiquement 3 de suite à Marseille. C'était assez bon, la plupart de la tête. Et comme je l'ai dit, j'étais moins performant, notamment dans le jeu de tête, parce que pour vous expliquer, quand on a une fracture du rocher, on perd un peu l'équilibre. Donc j'ai fait une grande rééducation, mais la perception, l'orientation et tout ça, c'était un peu moins bon. C'est peut-être une des raisons. Mais entre nous, j'étais tout sauf un grand buteur. Ah, mais les défenseurs, on a toujours eu à Nice des défenseurs qui ont marqué des buts. Une autre question, c'est quoi un de tes regrets avec Nice que tu pourrais avoir?
On a toujours des regrets parce qu'on pense toujours qu'on pouvait mieux faire. Alors la particularité des gens que vous avez cités, à part la dernière année où on avait beaucoup de jeunes, Gioria, Roy et tout ça, la première année, tout de suite j'avais remarqué qu'on n'avait que des joueurs entre, allez, on va dire 25-30 ans. On n'avait pas de jeunes. On n'avait que des joueurs qui avaient 200 matchs de Ligue 1 minimum, beaucoup d'expérience. Si on les prend, Ricor, même Danny Bravo, qui est-ce qu'il y avait, Jean-Pierre Bosser, Morisseau, El Adaoui, qui est-ce qu'on avait, Gelmas, Marco Elsner, que des gens avec une grande maturité et beaucoup de matchs de Ligue 1, et Tony Kurbos et tout ça, que des gens expérimentés qui avaient déjà 7-8 ans de Ligue 1. Et je pense sincèrement qu'on aurait pu, mais je dirais qu'on aurait dû beaucoup mieux faire. Alors que là, on a fait une saison coup-ci, coup-ça. Ça, c'est un regret, par exemple, parce que je pense qu'on pouvait beaucoup mieux faire. Et l'année d'avant, quand c'était la période Dreossi et tout ça, qu'est-ce qu'il y avait, Curbelo, il me semble, ils avaient fait une demi-finale, je me souviens, une demi-finale de Coupe de France. Et c'est quelque part, la Coupe, ça permet aussi d'intéresser. Et après, ils ont gagné la Coupe avec le coach de derrière. Demi-finale contre Sochaux. Contre Sochaux, exact, contre vous. Et il y a un match aller-retour. Un match aller-retour, exact. Et c'est l'année où vous êtes allé en finale. En finale contre Guingamp. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc, pour revenir, ça c'est un regret par exemple, vous voyez. Et puis aussi le regret, c'est de ne pas avoir été au mieux de ma forme les 6 premiers mois, parce que quand on arrive, c'est toujours la... Comme on dit dans la vie, on a une seule fois la chance de faire bonne impression. Bonjour Jackie, pourrais-tu nous dire quelle est la raison qui t'a poussé à venir à Nice et défendre les couleurs rouges et noires? Un club qui était en progression, bien classé. Ça faisait partie. Moi, je ne faisais pas partie des joueurs on va dire des 30 internationaux. C'était pas du tout ça. Moi, quand j'ai quitté Marseille, je faisais partie de la catégorie juste au-dessus, qui correspondait à des clubs qui fonctionnaient bien à ce moment-là, qui pouvaient être Toulouse, comme on va aller voir cet après-midi, comme Nice, comme Strasbourg aussi parfois à ce moment-là. Donc, ce qui m'a poussé, c'est ça. Je ne vous cache pas que quand on vous parle de Nice, on se dit que c'est quand même confortable aussi au niveau de la vie. Il y avait tout un tas de paramètres. J'avais un salaire qui correspondait bien à ce que j'attendais, la ville, le côté sportif. Il y avait tout ça qui rentrait en ligne de compte, bien sûr. Par contre, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez eu 6 entraîneurs en 3 ans. Quel est l'entraîneur ou les entraîneurs qui t'a porté le plus entre individualité et plus? Les 6, on les a cités. Hein. C'était, je pense sincèrement, avec recul, de bonnes personnes, avec des qualités, défauts différents, passionnés, avec des résultats, on l'a vu, qui ont fait que certains n'ont pas beaucoup duré. Mais j'avais quelque part un fait pour Carlos Bianchi, parce que j'avais l'image du grand joueur et il y avait un décalage entre sa simplicité, la manière de fonctionner. Alors dans notre équipe, je sais qu'il y a des joueurs qui ne l'appréciaient pas. Ils se sont d'ailleurs exprimés dans la presse à certains moments, je l'avais même lu. Ouais, et Carlos, je l'ai recroisé il y a 1 mois. Je ne l'avais pas vu depuis une quinzaine d'années parce que je suis consultant RFI, Radio France Internationale, la radio, et je suis consultant Canal+. Je fais jour de foot de temps en temps quand je suis sur Paris. Et Infosport, voilà, c'est simultanément sur Infosport 20h20, 20h50, hein, c'est ça, hein, l'émission de Éric Bénard. Et j'ai recroisé le coach Carlos Bianchi, et puis j'ai vu qu'il avait fait une école de foot quand il était là à Reims, j'ai vu son épouse, la manière dont il se comportait avec les gens en général. Et puis si vous allez sur Wikipédia, vous regardez juste son palmarès. On l'oublie. Mais c'est juste énorme, c'est juste énorme. Je crois qu'il a été 6 fois de champion d'Argentine, il a gagné 3 coupes Libertadores. Pour vous dire, la coupe Libertadores, c'est la Champions League. Donc ouais, j'avais quelque part, puis après on est resté quelques fois en contact, et je le vois régulièrement parce qu'il m'a dit dernièrement qu'il habitait 6 mois à Paris et 6 mois à Buenos Aires. Voilà. Par contre, j'ai une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie. Il paraît qu'un jour, vous avez joué un match avec Nice, vous avez taclé un joueur adverse, et que c'est un de vos coéquipiers qui a été voir l'arbitre pour qu'il vous mette un carton rouge. Ouais, on va dire que j'avais pas d'atome très
crochu, je ne sais pas comment on J'ai dit, pas dit précis, le nom, parce que je avec sais le qui joueur dont vous parlez. Même si maintenant ça s'est un peu amélioré, mais on n'avait pas à ce moment-là les meilleurs rapports. Il faut savoir que dans les équipes, on joue ensemble, mais on ne s'apprécie pas tous non plus, hein. c'est. Tout à fait. Moi, j'ai en général de bons contacts avec les joueurs, mais parfois on joue avec des gens qu'on n'aime pas. Mais ça ne nous empêche pas de donner le meilleur de nous-mêmes. Et par exemple, de la personne dont vous parlez, même si ça va un peu mieux ces derniers temps, avec l'âge, on s'est modéré, mais ce que vous dites est vrai. Vous vous rappelez qui c'est? Bien entendu. Dernière question de Daniel. Oui. Oui, bonjour Jackie. Bon, 2 petites questions rapides. Eu égard à votre expérience de joueur, d'éducateur, de formateur, si demain on vous propose d'entraîner une écurie de Ligue 1, est-ce que ça vous intéresse? Non, et je vais vous dire pourquoi. Après le Japon, j'avais promis à ma femme que j'allais arrêter. Et puis, Claude Puel m'a appelé pour venir à Leicester. Et comment s'est faite la connexion? Quand je suis au Japon, je vais en Angleterre superviser Southampton, qui est entraîné par Puel, parce que je supervisais Maya Yoshida. L'année d'après, je retourne superviser un autre joueur, Okazaki, qui joue à Leicester et qui est l'entraîneur de Leicester, Claude Puel. On se revoit, on n'a jamais joué ensemble, on se connaissait, mais voilà, sans plus. Et il m'a demandé, donc j'ai dit à ma femme, quand même, la Première Ligue, ça me plairait bien d'aller jouer à Chelsea, Tottenham, Liverpool et tout. Donc ce qu'on a fait, donc ok. Et après cette expérience, Claude me demande de le suivre à Saint-Étienne. Ma femme, elle n'était pas très motivée non plus, mais quand elle a vu Saint-Étienne, moi c'est ma région, c'est un club que j'adore, et Saint-Étienne, j'habite la Grande Motte et Paris. C'était bien au niveau géographique, donc elle m'a dit ok. Et là non, là j'ai décliné une très grosse proposition qui était intervenue l'année dernière. L'équipe nationale d'Albanie m'a contacté pour être leur sélectionneur. J'étais d'ailleurs surpris parce que les gens qui ont été sélectionneurs d'Albanie, ils avaient des CV bien plus, j'allais dire, impressionnants que le mien, pour différentes raisons, notamment de s'occuper aussi de l'équipe réserve et tout ça. J'ai bien réfléchi et j'ai dit non. Et vous avez vu que l'Albanie s'est qualifiée pour le championnat d'Europe ces dernièrement brillamment. Et l'entraîneur, moi quand j'ai décliné la proposition, ils ont pris Silvino pour les initier. Silvino était l'entraîneur de Lyon pendant une courte période. Voilà. Donc non. Ouais, une toute petite question encore. Vu qu'on met toujours à l'honneur la formation française, les entraîneurs français, votre analyse sur le fait qu'il y ait très peu, voire pas beaucoup, voire plus du tout, d'entraîneurs français dans les grands championnats étrangers. Le dernier, c'était Garcia, bon, qui a été licencié de Naples, et que finalement, les entraîneurs français ont du mal à s'exporter. C'est le gros problème actuellement des postes pour les entraîneurs français. Début du championnat, 9 entraîneurs français, 9 entraîneurs étrangers sur les 18 clubs en Ligue 1. À ce jour, Laurent Blanc a été démis de ses fonctions. Il a été remplacé par un entraîneur étranger, 10 entraîneurs étrangers, 8 français. C'est quelque part, je trouve, un peu désespérant. Ça vient aussi certainement que les actionnaires, les nouveaux actionnaires sont souvent étrangers. C'est peut-être plus facile pour eux de recruter des gens étrangers. Mais je pense qu'on a une formation, et je suis dedans bien placé pour savoir que ça se passe bien. À titre d'information, le journal L'Équipe, que vous devez connaître par l'intermédiaire de François Verdonnet, coach, un franc-comtois que vous devez connaître, est venu passer une semaine avec nous à Rennes la semaine dernière. Il va présenter dans les jours à venir un sujet sur le BEPF à travers Didier Digard. Donc il est venu voir Didier ici, il est venu passer 4 jours pour présenter ce qui était fait. Je pense que la formation est remarquable. Les joueurs français sont remarquablement bien formés par qui? Par les entraîneurs français. Et c'est vrai que c'est compliqué pour tout un tas d'entraîneurs de trouver des postes. Moi, j'ai eu Sylvain Ripoll qui s'occupe des espoirs, qui a été, entre guillemets, remercié. Les Bruno Irles, les Olivier Dalloglio, il y a tout un tas de gens de compétences qui n'ont pas trouvé. Et par exemple, Marseille, qui a décidé de prendre Gattuso. Moi, Marseille, c'est aussi un club que j'aime beaucoup. Je ne suis pas sûr que Gattuso, ça se passe bien actuellement, parce que c'est le pire départ depuis 20 ans de l'OM. Est-ce qu'un entraîneur français aurait fait pire? Je ne sais pas. Ouais, je suis comme vous, je suis un peu circonspect par rapport à la difficulté qu'ont les entraîneurs français, 1, à s'exporter, et 2, à trouver déjà des postes dans leur pays en France. Bah écoutez, on va rester sur cette analyse, et puis on vous remercie, on va vous applaudir bien fort.
On va passer aux dédicats.